Enertalk, une série audio présentée par Enerplan, le syndicat des professionnels de l'énergie solaire, en collaboration avec le salon Bipositive. « 2020, année singulière, une année confinée, une année télétravaillée, une année masquée, mais une année pour évoluer. Lutte contre le changement climatique, indépendance énergétique et réduction des importations d'énergie fossile, mais aussi nouvelle croissance économique et nouveaux emplois, tels sont les enjeux de la transition énergétique. À travers leur engagement, la richesse et la diversité de leurs innovations et leurs projets, les professionnels de l'énergie solaire sont en pointe dans ce mouvement. À l'occasion de la 3e université de l'autoconsommation photovoltaïque qui se déroule cette année les 10 et 11 septembre, selon un concept unique, 100% en ligne, 100% gratuit pour les participants, nous sommes allés à la rencontre d'expériences d'autoconsommation très inspirantes. Enertalk, une série audio présentée par Enerplan en collaboration avec Bipositive, le salon professionnel de la transition énergétique des bâtiments et des territoires à Lyon, du 2 au 4 mars 2021. Dans ce nouvel épisode, je vous emmène en Normandie, sur la commune de Maloney, 6000 habitants. Cette municipalité engagée à développer un modèle d'autoconsommation d'énergie étendue. Elle a installé sur les toits des bâtiments communaux un ensemble de panneaux solaires et l'énergie produite alimente tout le patrimoine de la commune. Je vous propose d'écouter Isabelle Moulin, c'est la directrice de l'environnement et des moyens techniques de Maloney. Bonjour Isabelle Moulin. Bonjour. Alors, je pose la question qui ouvre traditionnellement ce podcast. Est-ce que le soleil brille en ce mois de septembre sur la Normandie et en particulier sur les toitures de Maloney ? Eh bien, écoutez, aujourd'hui, il fait très très beau et les 1600 mètres carrés de toiture solaire produisent à fond. Justement, votre commune de Maloney, à côté de Rouen, est pionnière en matière d'autoconsommation collective. En décembre dernier, vous avez signé avec l'ADEME, la métropole Rouen, Normandie et Enedis la première convention d'autoconsommation collective étendue. L'objectif, c'était que l'énergie solaire alimente l'ensemble des bâtiments municipaux. Mais si vous le voulez, revenons à l'origine. Quelle est la genèse de ce projet ? Écoutez, on est une commune d'un peu plus de 6000 habitants qui est fortement engagée dans une démarche de développement durable. Depuis déjà 2010, on a souhaité s'engager dans le label Citergie qui est porté par l'ADEME et qui nous a permis de structurer un plan d'action autour des domaines de la transition énergétique, écologique, la biodiversité. Et très vite, on s'est rendu compte que un des domaines sur lesquels on n'était pas très en avance était sur le déploiement des énergies renouvelables. Donc au-delà des chaufferies biomasse que l'on a pu mettre en place, et étant donné qu'on n'a pas la chance de pouvoir installer des éoliennes, on s'est immédiatement tourné vers le champ de la production solaire, la production photovoltaïque. Et à partir de là, on a commencé à déployer un programme. On a eu l'opportunité d'être également lauréat de l'appel à projet territoire pour la croissance verte, territoire à énergie positive pour la croissance verte, qui nous a permis d'obtenir 2 millions de subventions sur différentes actions, dont celle du déploiement des énergies solaires. Mais alors, quels sont les avantages pour une commune comme la vôtre de lancer une telle démarche ? Eh bien, comme tout à chacun, les collectivités ont des difficultés à maîtriser leurs dépenses de fonctionnement et celle de l'augmentation des coûts des énergies ne passe pas à travers. Donc, on a souhaité très rapidement pouvoir être notre propre producteur, démarche que l'on peut initier sur d'autres domaines tels que la production de l'agriculture pour nos cantines, par exemple, mais sur l'énergie, c'est également le cas. Donc voilà, on a souhaité pouvoir être un petit peu plus autonome, produire local et consommer local. Voilà, gagner en maîtrise maîtrise de ses factures. Hein. C'est ça, finalement, le cœur du projet. Oui, tout à fait. Au-delà d'être également orienté sur le fait d'être un peu plus exemplaire, c'était également de pouvoir consommer notre production. Alors justement, concrètement, comment s'est passé le déploiement de ces 1600 mètres carrés de panneaux photovoltaïques ? Alors ça s'est fait progressivement.
Le maire a souhaité commencer par un bâtiment un peu symbolique au niveau de l'église, qui a une très belle toiture en ardoise, très bien orientée. Et nous avons déployé là les premiers mètres carrés solaires. Nous sommes à un peu plus de 20 kilos sur la toiture de l'église. Ensuite, on a poursuivi avec des groupes scolaires, écoles maternelles et écoles primaires, sur un boulodrome solaire également. Comme quoi on peut conjuguer des engagements politiques, de créer un boulodrome pour le club de pétanque qui était très actif, tout en profitant de cette surface pour produire de l'énergie. Et justement, alors, quelles ont été les réactions des habitants? Vous coiffez, par exemple, l'église de panneaux photovoltaïques. Ils ont accepté facilement, ils soutiennent ce projet. Quelles ont été leurs réactions? Alors, aucune réaction négative sur la couverture de l'église, d'autant plus qu'on a quand même pris la tâche du prêtre pour le tenir informé, avec un intérêt, puisque de toute façon, l'installation de centrales solaires nécessite le recours au compteur Linky. Et là, la ville a repris l'abonnement, puisque du coup, ça a réinjecté sur le réseau. Donc, du coup, il y a eu un gain là aussi pour la paroisse. Mais je dirais que les habitants ont vraiment adhéré à notre démarche, puisque sur un des groupes scolaires, on a lancé un appel à financement participatif. Pas parce qu'il y avait un besoin de financement, mais vraiment pour pouvoir impliquer les citoyens, être dans la pédagogie, leur expliquer le pourquoi du comment. Parfois parce que les centrales solaires ne sont pas forcément très visibles de la rue, et on trouve que la mise en œuvre d'une politique publique, c'est d'être comprise du grand public et de ceux qui la financent indirectement. Donc on avait fait lancer un appel, un financement participatif qui a eu un très très grand succès, et du coup on est ravis de pouvoir dire que sur un de nos groupes scolaires, c'est les habitants, enfin une partie des habitants de la ville qui ont financé le projet. Donc l'idée, c'est vraiment de faire comprendre tout l'intérêt de ce type de démarche, tant financière, mais également du point de vue du développement durable. Vous sentez que finalement, vous participez à une certaine prise de conscience du grand public sur toutes les questions qui sont liées à la transition énergétique avec ces installations qui sont très visibles? Oui, tout à fait, d'autant plus que ça fait partie de notre ADN que de communiquer auprès des actions de la ville, puisque, comme je le dis, il faut qu'elles soient comprises, il faut qu'elles soient entendues, acceptées. Et au contraire, c'est une certaine fierté, je pense, de la part de la population, que de comprendre que toutes les actions qui sont mises en œuvre peuvent être économiques, écologiques, esthétiques aussi. Sur une des centrales solaires, sur un groupe scolaire, on avait un architecte, puisqu'on avait une restructuration un petit peu plus globale de l'école, et du coup on a mis des panneaux solaires verts pour aller un petit peu avec le ravalement qui avait été fait. On a souhaité montrer qu'il n'existe pas une seule solution, mais bien un champ des possibles, que l'on peut mettre des centrales solaires intégrées, bien évidemment, ou en superposition, ou sur des toitures terrasses, qu'il n'y a pas une seule solution. Et là aussi, ça fait partie de notre démarche que d'expliquer que tout est envisageable, qu'il faut juste se poser les bonnes questions au bon moment, et qu'en fait, on peut tous mettre le pied à l'étrier pour être dans une action un petit peu plus vertueuse. Et alors justement, du coup, le but recherché de maîtriser ces factures, après les premiers mois de fonctionnement, vous pensez que vous allez atteindre cet objectif, et du coup, à terme, vous allez aller vers une baisse de la facture et une meilleure maîtrise des consommations d'énergie? C'est déjà le cas, effectivement. On est assez fiers d'avoir une analyse de certaines de nos factures énergétiques, tout confondu, chauffage, électricité et carburant de nos véhicules. On a un document qu'on appelle le coût de l'inaction, qui permet de mettre vraiment en valeur le fait que si nous n'avions rien fait, si nous avions laissé nos consommations telles quelles, parce que bien évidemment, il faut être d'abord dans la maîtrise de ses consommations, ça c'est incontournable, on n'en a pas parlé, mais c'est forcément le préalable. Par ailleurs, si on produit également notre électricité, si on est sur des démarches de formation, de sensibilisation du public, eh bien nous, au bout de 10 ans, on a une courbe qui montre qu'on est à plus de 300 000 € de gains par rapport à le coût de la facture énergétique si on n'avait rien fait. Donc là, c'est vraiment la démonstration qu'on peut maîtriser cette courbe qui naît inévitablement sur un coût d'augmentation de l'énergie malgré tout. Du coup, votre projet est très inspirant, mais justement,
aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait permettre d'accélérer des projets comme vous l'avez fait? Est-ce que c'est finalement plus de dispositifs d'accompagnement financier? C'est le cadre réglementaire, selon vous, qu'est-ce qui pourrait justement aider à cela? Alors, en fait, de démocratiser le déploiement des centrales solaires, c'est effectivement quelque chose qui nous tient à cœur parce qu'on a apporté la preuve pour nous que c'est effectivement intéressant. C'est vrai que administrativement, il y a quand même des démarches qui peuvent être un petit peu lourdes. Et là, il est certain qu'il y a des EPCI qui pourraient aider, accompagner, porter, comme il existe des accompagnements au niveau énergétique, il pourrait y avoir des accompagnements administratifs sur les documents qui sont à mettre en place avec Enedis. Enedis, pour nous, a été un partenaire privilégié dans le sens où je pense qu'on a grandi ensemble dans la découverte des écueils techniques ou administratifs, d'analyse des données au fur et à mesure. Il n'empêche que c'est quand même des démarches qui peuvent rester lourdes et pour certaines petites collectivités, petits maîtres d'ouvrage, qui ont pourtant des patrimoines extrêmement intéressants. Hein. Il y a rarement des communes où il n'y a pas un gymnase, une mairie ou un centre technique qui peut très bien accueillir des centrales solaires. Donc, il y a vraiment une nécessité d'accompagner, de dédramatiser un petit peu toute cette notion de démarche administrative. Après, concernant les subventions, parce que ça reste malgré tout lourd à l'investissement, même si les temps de retour peuvent être plus ou moins intéressants. Au niveau des subventions, moi, je trouve encore dommage que certains subventionneurs, on va dire, excluent le principe des réhabilitations de bâtiments. Alors, vous voyez, quand vous réhabilitez votre bâtiment, que vous refaites votre toiture, c'est totalement le moment de se poser la question, est-ce qu'on recouvre par une tuile ou une ardoise classique, ou est-ce qu'à l'inverse, notre centrale solaire ne contribue pas à faire l'étanchéité du bâtiment? Et auquel cas, finalement, c'est un double gain. Donc, il y a encore des subventions qui excluent le principe de ces réhabilitations. Justement, avec Enedis, vous allez participer à l'université de l'autoconsommation d'Enerplan. Vous allez partager votre expérience. Qu'est-ce que vous attendez de cet événement? Alors, le partage d'expérience est toujours extrêmement enrichissant. On apprend de ce qu'ont pu mettre en œuvre d'autres maîtres d'ouvrage dans des secteurs différents, sur des typologies de bâtiments différents. L'échange au cours d'une université telle que l'organise Enerplan est d'autant plus intéressant que nous, on a la chance d'avoir mis en place cette convention d'autoconsommation collective étendue depuis le mois de janvier de cette année. Malgré une période un peu incertaine de consommation de nos bâtiments à ce printemps-là, on voit malgré tout que les courbes sont vraiment très parlantes. On fera la démonstration vendredi lors de notre intervention avec Enedis, mais on est passé de 5 points de livraison qui étaient sur des principes d'autoconsommation à l'échelle d'un transfo de quartier, hein, qui était la limite avant, le périmètre étendu, à 20 points de livraison, en fait, de consommation, c'est-à-dire quasiment l'ensemble de notre patrimoine, même l'ensemble de notre patrimoine qui est couvert par nos 6 centrales de production. Donc, en fait, à n'importe quel moment de la journée, quand on produit, l'énergie qu'on produite est ciblée, fléchée sur un de nos bâtiments. Donc, du coup, ça optimise d'autant plus notre niveau d'autoconsommation. Donc, notre projet, c'est vraiment de produire local, consommer local, y compris sur l'énergie. Ouais, un partage d'expérience qui promet d'être passionnant. J'en profite pour rappeler que l'université de l'autoconsommation aura lieu les 10 et 11 septembre 100% en ligne. Rendez-vous donc sur le site web d'Enerplan. Merci Isabelle Moulin. Merci. Enertalk, une série audio à l'occasion de la 3e université d'été de l'autoconsommation organisée par Enerplan.